À la veille du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination des violences contre les femmes, force est de constater que si des évolutions existent en matière législative, il y a, entre nos représentations, la réalité des violences sexistes et sexuelles, le traitement médiatique qu'il en est fait, des stéréotypes tenaces qui persistent et qui contribuent à nier la gravité de la situation. Aussi, partant de ces constats, le comité d'organisation s'est posé la question suivante. L'éducation est-elle un facteur déterminant dans la construction des inégalités de genre? L'éducation est-elle un facteur déterminant des violences sexistes et sexuelles? Pris au sens large de son acceptation, l'éducation recouvre l'ensemble des champs qui influencent la construction de la masculinité et de la féminité. La famille, le sport, la culture, le système éducatif, les médias. Nos intervenantes et intervenants vont donc nous éclairer tout au long de la journée sur ce postulat à partir de leur terrain de travail et de recherche. Je voudrais les remercier chaleureusement de leur présence et pour avoir honoré notre colloque. Ce colloque est une des actions parmi d'autres des engagements de la ville de Strasbourg en faveur de l'égalité. Aussi, j'aimerais rapidement vous dire quelques mots des actions que nous portons pour irriguer la ville d'une culture de l'égalité, faisant le pari que cela contribuera aussi à moyen et à long terme à éradiquer les violences faites aux femmes. Il y a bien évidemment les interventions assurées par les associations financées par la ville dans les écoles pour une éducation non sexiste. Et je me réjouis que la ministre aux droits des femmes, avec le ministre de l'Éducation, ait fait de l'éducation non sexiste à l'école, de la lutte contre les stéréotypes de genre, une grande priorité gouvernementale. Mais nos actions, c'est aussi la formation des fonctionnaires de la ville dans de très nombreux services, l'éducation, la police, les solidarités, la culture, leur permettant, là où ils sont, d'entendre, d'accompagner et d'orienter les femmes victimes de violences. Mais il y a aussi des actions plus improbables, la dénomination des noms de rues. Nous avons fait le constat que les rues de Strasbourg étaient majoritairement des noms d'hommes. Puis, quand on ne savait plus, on donnait des noms impersonnels. Et puis, en dernière instance, des noms de femmes. Cela montre l'idée et la place que nous donnons, chacun d'entre nous, dans l'espace public, aux femmes et aux hommes. Ces modalités de nomination sont clairement le reflet d'un ancrage culturel de l'invisibilité des femmes dans l'espace public. Non pas que les hommes nommés ne sont pas dignes de l'être, mais les femmes oubliées ne doivent plus l'être. C'est comme cela que nous repensons les choses, car cette invisibilité des femmes dans l'espace public, c'est aussi une violence symbolique qui leur est faite. Mais nous continuerons également nos grandes campagnes de sensibilisation. Et le hasard du calendrier fait que nous sommes le 18 octobre, journée de lutte contre la traite des êtres humains. À votre demande, Monsieur le maire, la ville a mis en œuvre, l'année dernière, en partenariat avec le Mouvement du Nid, une grande campagne de sensibilisation et d'information sur l'abolition du système prostitueur. Campagne très largement relayée au niveau national. Elle demandait beaucoup de courage, vous en avez eu, tout comme la ministre qui s'est engagée dans cette voie pour la France. Je voudrais également évoquer un dernier point, un nouvel outil qui contribue à irriguer encore une fois la ville d'une culture de l'égalité. Il s'agit de la médiathèque Olympe de Gouges. Vous l'avez connue sous son ancienne appellation, la médiathèque Kuhn. Mais depuis, un vent d'égalité est passé par là. En effet, il a été décidé de faire de cette médiathèque un pôle d'excellence sur les questions de féminisme et de genre. Et je tiens à remercier ma collègue Souad El Messour, vice-présidente en charge de la lecture publique, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Mais je ne vous en dis pas plus, puisque Anne Dive, directrice de la médiathèque, vous la présentera tout à l'heure. Donc voici quelques-unes des actions que nous portons. Et ce colloque, comme je le vous disais, à travers ce colloque, la ville de Strasbourg prend sa part dans la lutte contre les violences faites aux femmes, avec celles et ceux qui travaillent et militent au quotidien, dans leurs associations, sur le terrain, pour éradiquer et prendre en charge les violences faites aux femmes. Je voudrais remercier chaleureusement l'ensemble des associations du comité d'organisation pour le travail de fond que nous avons mené durant 6 mois pour aboutir à cette journée. Permettez-moi de les nommer, car nous avons depuis 3 ans consolidé un groupe très dynamique et constructif à tout point de vue. Je voudrais remercier le Mouvement du Nid, le CIDFF, le Planning Familial, SOS Femmes Solidarité, le Home Protestant, la CIMAD, l'ASTU, l'Accord, Viaduc 67 et les CEMEA. Je suis évidemment heureuse qu'il y ait de plus en plus de monde chaque année
Car plus nous serons nombreuses et nombreuses, plus nous pourrons sensibiliser, agir avec l'espoir de voir un jour les violences faites aux femmes éradiquées. Mais rapidement, pour poser le cadre de ce colloque, je voudrais vous rappeler les choix qui ont été faits et qui sont donc assumés par le comité d'organisation. Il est toujours important de dire d'où on parle. Alors ce colloque ne laisse pas de place au débat contradictoire à la tribune. Cela ne veut pas dire que nos intervenantes et intervenants sont toutes et tous d'accord, mais cela veut dire que volontairement, nous ne donnons pas la parole aux détracteurs du genre. Non pas que nous n'avons pas les arguments pour les contredire, mais dans un souci d'équilibre par rapport à notre quotidien, où nous sommes envahis et submergés par des pseudo-études scientifiques de chercheurs ou des articles de journalistes misogynes qui nous expliquent que faire le ménage pour les hommes augmente les taux de divorce, que les femmes politiques gâchent la vie des hommes politiques, que les petites filles seraient naturellement plus douces et les petits garçons plus nombreux en section scientifique parce que beaucoup plus intelligents. C'est de cette approche naturalisante, sexiste et essentialiste que nous n'avons pas voulu à la tribune. L'autre choix de ce colloque concerne le format. Nous avons décidé depuis 3 ans de ne pas en faire un format intimiste, car l'urgence de la sensibilisation massive nous a paru prioritaire. Et du coup, nous considérons ce colloque comme une première étape d'information pour ensuite vous inciter, le cas échéant, vers des lectures plus poussées ou des formations existantes à Strasbourg. Nous avons conscience que ce format peut créer de la frustration, parce que nous ne pouvons pas débattre à 800 ou à 900, mais des espaces d'échange existent tout au long de la journée avec les associations locales et les intervenantes qui seront présentes. Un dernier aspect sur le colloque, la présence des femmes et des hommes dans la salle. Elle est visible à l'œil nu. On compte dans les inscrits 110 hommes et 790 femmes. Ce n'est pas faute d'avoir dit aux femmes l'année dernière de ramener chacune un homme, mais voilà, la réalité est celle-ci. Mais, preuve s'il en fallait, que les féministes aiment les hommes et ne veulent pas les empêcher de parler, c'est que bien que vous ne soyez que 12% dans la salle, messieurs, vous serez représentés à plus de 28% à la tribune. On ne peut pas dire autant de ces nombreux colloques où la salle est quasi exclusivement féminine ou mixte et la tribune exclusivement masculine. Je voudrais aussi en profiter pour remercier l'ensemble des agents de la ville qui se sont mobilisés aujourd'hui dans l'organisation de ce colloque, celles et ceux qui, dans les services, travaillent tout au long de l'année, au quotidien, le service des ressources humaines, celui de l'éducation, de la culture, des solidarités, du sport. Et je voudrais plus particulièrement remercier Bernadette Gessler, chargée de mission à mes côtés, avec laquelle nous formons aujourd'hui un binôme égalitaire. L'égalité de traitement entre toutes et tous fait partie des missions premières du service public. Et à ce titre, les fonctionnaires ont un rôle majeur à jouer en faveur de l'égalité femmes-hommes. Je les remercie de leur engagement et du travail remarquable qu'ils mènent au quotidien. Permettez-moi, en guise de conclusion, de sortir de l'usage du « nous » collectif qui a engagé avec leur accord les associations du comité d'organisation pour passer au « je » et partager avec vous mes convictions plus personnelles. Depuis que je suis élue, je me rends compte combien ces enjeux d'égalité sont des questions qui crispent, parce qu'elles questionnent chacune et chacun d'entre nous. Je mesure à quel point elles sont caricaturées, à quel point nous sommes sans cesse obligés de justifier notre action. Mais les mots ont un sens, et si nous souhaitons agir sur l'éducation, je crois que nous devons réhabiliter un certain nombre de termes, à commencer par celui de féminisme. Les féministes, où qu'elles soient, où qu'ils soient, femmes et hommes, les politiques, les chercheurs, militants associatifs, professionnels, cherchent à promouvoir les droits des femmes avec l'objectif d'abolir les inégalités sociales, politiques, juridiques, économiques et culturelles dont les femmes sont victimes. Quoi de plus facile pour décrédibiliser une cause que de la caricaturer? Alors on dit souvent que les féministes n'ont pas d'humour. Et pourtant, quand on arrive à notre tour à rendre risibles
les blagues sexistes et misogynes, on nous dit alors qu'on est radical. Faudrait savoir. Alors sur le premier qualificatif, l'humour. Me concernant, certes, ce n'est pas d'emblée ma plus grande qualité, je le reconnais. Mais je vous le demande, comment peut-on avoir de l'humour quand tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son compagnon? Comment en avoir quand on sait que le viol est une arme de guerre dans les pays en conflit? Comment avoir de l'humour quand à travail et à compétences égales, les femmes sont payées 27% de moins que les hommes? Comment avoir de l'humour collectivement quand les hommes continuent d'occuper les postes à responsabilité des grandes administrations et des entreprises? Comment avoir de l'humour en 2012 alors que nous avons le premier gouvernement paritaire de l'histoire de France? Une députée se fait siffler à l'Assemblée nationale parce qu'elle porte une robe. Comment pourrait-on avoir collectivement de l'humour sur les droits des femmes alors qu'on estime à 75 000 le nombre de femmes violées dans notre pays? Sans parler de toutes celles et ceux qui n'osent pas porter plainte et toutes celles et ceux qui vont être découragés de le faire au regard du dernier procès de Créteil, qui condamne une partie des violeurs comme on condamnerait un internaute ayant piraté illégalement de la musique. Ce sont les propos de Nina elle-même, une des 2 jeunes femmes violées. Je pourrais continuer cette litanie pendant des heures pour justifier, puisque nous sommes régulièrement sommés de nous justifier, pourquoi un certain nombre d'entre nous n'avons pas d'humour et parfois plus de patience face à ces violences. Parce que c'est le quotidien de trop nombreuses femmes que nous rencontrons. Parce que cette réalité, dans une démocratie comme la nôtre, est tout simplement inacceptable et qu'elle ne nous fait pas rire. Parce que cette réalité, un peu partout dans le monde, démontre l'universalité de la domination masculine. Concernant le second qualificatif dont je vous parlais, la radicalité. Dans l'imaginaire collectif, ce terme semble renvoyer à un attribut plutôt agressif, autoritaire, donc un attribut plutôt masculin. Là où nous devrions, nous, être douces, sensibles et dociles. Alors, comme je suis ouverte à la remise en question, je me suis penchée sur l'étymologie de ce mot. Qu'est-ce qu'être radical? Selon le Larousse, c'est être à la racine de quelque chose, se rattacher aux causes profondes des inégalités, c'est viser la transformation profonde de la société. La radicalité, c'est aussi la caractéristique de ne pas admettre d'exception ou d'atténuation. Si être radical, c'est combattre les inégalités à leurs racines, analyser et agir sur les causes profondes, à savoir le système patriarcal, eh bien oui, je crois que nous avons, femmes et hommes, ensemble, la responsabilité de ne plus être consensuels pour ne plus voir sacrifier encore des générations de femmes sur l'autel de la domination masculine. Parce que la victimisation des femmes n'est pas l'approche des féministes. Mais vous savez, ce qui me rassure le plus dans tout cela, c'est que je sais que nous sommes nombreuses et nombreux dans la salle à ne pas avoir d'humour et à être radical. Il est des défauts avec lesquels on apprend à vivre, parce qu'au fond, ce sont des qualités pour les humanistes. On voudrait que nous fassions du consensus, mais je suis désolée, il ne peut pas y avoir de consensus face à des violences sexuelles, face à des propos sexistes, tout comme il ne peut pas y en avoir face à des propos racistes. Gandhi disait, et il fallait bien que je cite un homme, Gandhi disait « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans ce monde ». Nous avons toutes et tous la responsabilité de ce changement. Si chacune et chacun agit au quotidien sur les inégalités, sur les violences faites aux femmes, cela est possible. Encore faut-il pour cela prendre conscience de l'ampleur de la situation et trouver les leviers du changement. Mais ces leviers existent et nous sommes déterminés à les diffuser. Aussi, cette journée se veut modestement un de ces espaces de transformation sociale. J'espère que vous repartirez de cette journée en ne pouvant plus jamais enlever les lunettes genre, celles qui vous permettront d'analyser la société au regard des rapports sociaux de sexe notamment, mais pas seulement. Je vous souhaite une excellente journée de travail au nom de tout le comité d'organisation et je crois de tout cœur que nous pourrons toutes et tous agir à notre niveau, au quotidien, où que nous soyons aujourd'hui et demain, pour bâtir collectivement une société plus juste et plus égalitaire, parce qu'il n'y a pas d'utopie qui ne puisse pas devenir un jour concrète. Je vous remercie.